Bienvenue à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu te sens souvent épuisé par les émotions des autres, par les autres, que tu as l'impression d'absorber leurs émotions et de ne plus savoir où toi tu t'arrêtes et où tu commences. Moi aussi, j'ai longtemps cru que j'étais juste comme ça, que c'était ma nature, que c'était normal de tout prendre à cœur. Jusqu'au jour où j'ai compris que je vivais mon empathie à travers mes blessures, à travers mes traumas et pas à travers ma puissance. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 comportements que j'ai crus normaux, mais qui en réalité entretenaient mon hyper-empathie toxique. Et surtout, comment j'ai appris à les transformer pour incarner mon empathie sans la subir. L'empathie, ce n'est pas le problème. Ce qui épuise, c'est quand elle se mélange à nos traumas, à notre besoin d'être utile ou à notre peur de décevoir ou du rejet. Tout ce qui vient de la peur, c'est ça qui nous crée des soucis. Alors, regarde si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces 5 comportements. Par exemple, le premier qui m'est venu en travaillant sur cette vidéo, c'est de minimiser ce que je ressens. À l'époque, je passais des jours, des semaines à ruminer quand j'avais été blessée, quand quelque chose m'avait touchée, et je finissais toujours par dire, par me convaincre, c'est pas si grave. Et je l'entends beaucoup auprès des personnes que j'accompagne. En réalité, même quand on est profondément blessé, quand on n'a pas appris à accueillir nos émotions, à tourner l'empathie un peu vers nous, hein, tant qu'elle est exclusivement tournée vers les autres et vers l'extérieur, on est toujours en train de nier ses propres besoins, de s'oublier, de s'effacer, parce que l'autre, il va passer toujours en priorité. On l'a vu dans le challenge limite notamment, on a toujours fait passer l'attachement devant l'authenticité. Mais on peut s'occuper des deux à la fois, être dans le lien tout en étant soi-même, et c'est ça que j'enseigne à travers mes vidéos. Donc le premier pas ici, c'est vraiment cette reconnexion. Je parle souvent de se reconnecter à soi pour mieux se connecter au monde. Mon premier accompagnement, il s'appelait Connect. C'est vraiment d'accueillir ta peine, d'accueillir ce qui s'est passé, sans juger, simplement d'apprendre à observer ce qui est là. Ça, c'est le premier acte d'empathie envers toi-même. Le deuxième, ce serait de toujours donner plus que tu ne reçois. À l'époque, je travaillais sans arrêt, et je me sentais vidée, épuisée, mais je me disais, les autres, ils vont voir à un moment tout ce que je fais, ou à un moment, il va y avoir cette reconnaissance, je vais avoir ce poste, enfin, quelqu'un va voir, quoi. Et en fait, à force de s'épuiser à tout faire pour tout le monde, c'était que mon empathie, elle était devenue une espèce de stratégie pour mériter de l'amour, pour mériter de la reconnaissance. Et en fait, je donnais pas depuis je déborde et j'ai envie de le faire. Je donnais depuis un espace de peur du manque, de peur de décevoir, de peur d'être rejetée. Donc c'est là où elle devient drainante et épuisante, cette empathie, c'est quand elle part depuis un espace de la peur. Et donc, ici, la transformation, c'est d'apprendre à donner depuis le plein, depuis l'amour de soi, depuis l'estime de soi, depuis tes talents, tes valeurs, ce qui compte pour toi. Ça va te nourrir autant que ça va nourrir l'autre et c'est du gagnant-gagnant. C'est là aussi souvent où je vous parle du mode survie, c'est que dans le mode survie, tous nos choix, ils sont binaires. On croit que c'est noir ou c'est blanc et on croit, comme tous les autres autour de nous, le mode survie, c'est moi d'abord et les autres, ils peuvent mourir eh ben, qu'on doit marcher sur les autres ou euh, qu'il y a forcément un gagnant et un perdant. Alors que dans l'hypersensibilité, et notamment dans l'hyperempathie, bah, plus j'étais en mode survie finalement, et plus j'avais à cœur de donner, de me dire c'est pas si grave. En fait, je renforçais l'effacement de moi pour me dire je peux faire encore mieux, je vais pouvoir sauver en fait. J'étais dans cette dynamique de vouloir sauver, réparer. C'est là où je parle de ce syndrome du sauveur. C'est d'avoir le sentiment qu'on pourrait sauver, réparer parce que on est dans l'amour. Mais finalement, derrière tout ça, en toute humilité, ça venait depuis un espace de manque, depuis une peur. Et donc, quand tu arrives à transformer ça, à savoir d'où ton empathie elle vient, tu peux véritablement en faire une force. Le troisième comportement que je trouvais normal alors que c'était toxique, c'était de dire oui alors que mon corps y criait non. Et ça, j'ai appris à le comprendre et à me reconnecter quand j'ai fait ce travail de reconnexion au corps, quand je vous ai parlé de cette technique de libération émotionnelle qui est toute simple et qui est très efficace pour vraiment prendre
conscience de son corps. On est tellement tourné vers les autres, sur le bien faire, sur le faire pour l'autre, sur être utile, on a complètement oublié son rapport à son corps parfois. En tout cas, je parle que de moi et des personnes que je rencontre, de ma vision de l'empathie quand je la vivais comme un fardeau. C'était vraiment d'avoir aucun contact avec mon corps, aucun contact avec mon système nerveux. Donc, quand je souriais, mais que mon corps, mon cœur se contractait, c'était que mon système nerveux, en fait, voulait juste éviter le conflit, la peur de décevoir. J'étais managée par fais-le parce que sinon, tu culpabilises. Tu culpabilises et ça crée. En fait, la culpabilité, elle venait d'une forme de peur. Je dis oui, sinon je culpabilise que l'autre il se sente rejeté, ou moi après ça va créer un conflit, ou il y a plein de pensées invasives comme ça qui venaient. Donc je ruminais des jours et des semaines, et ça finissait par un c'est pas si grave ce que je ressens finalement. En fait, qu'est-ce qui veut dire ton c'est pas si grave? C'est pas si grave ce que je ressens, c'est pas si grave ce que l'autre il a fait, parce que je vois que le bon en l'autre. Enfin, il y a plein de manières de le voir et je vais rester focalisée sur mes notes, sinon je pars dans tous les sens. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que je trouve vraiment important d'avoir transformé tout ça, ça a vraiment changé ma vie. Et je pense que tu le ressens à travers mes vidéos. Donc, quand tu dis oui, alors que vraiment tu ressens que c'est un non, c'est encore le système, le mode survie, parce que j'évite la peur du rejet, la peur du conflit. Je, je suis en train d'être managée par mes peurs. Et toujours pas par l'amour, toujours pas par OK, j'ai envie de faire ça, ça déborde de moi, c'est parti, ça va me nourrir autant que ça nourrit l'autre. C'est cet espace qu'on doit trouver. Donc ça, la clé pour repérer tes signaux, euh, pour repérer le non avant de dire oui, c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt avant de répondre, de repérer les signaux physiques quand vraiment tu as envie de dire non. Ton corps, il va le savoir avant toi. Il va t'envoyer les infos. Et tu n'auras pas à te justifier en fait. Tu pourras poser un non et ce sera juste pour toi comme pour l'autre. Parce que est-ce que toi aussi, tu vois, tu ressens pas une forme de culpabilité quand l'autre il dit oui, mais que tu ressens qu'il avait vraiment envie de dire non? Tu vois, quand quelqu'un fait un truc à contre-cœur pour toi, ben tu te sens pas bien non plus. Donc finalement, apprendre à poser ses limites, c'est être dans le juste pour tout le monde. Si c'est juste pour toi, que c'est clair pour toi, l'autre il va bien le prendre en fait. Et on peut désactiver, désamorcer la peur du conflit, la peur du rejet et tout un tas de choses que finalement on vivait dans notre tête parce que le système est en mode survie. J'avais des infos de peur et tout, et je me faisais tout un scénario à travers. euh, et ben, j'ai toujours interprété que si je disais non, ça avait créé un conflit. Une fois, ça avait fait ça. Une fois, j'avais perdu un tel. Une fois, l'autre, il n'avait pas su, il était parti. Mais aujourd'hui, comme je suis en capacité d'avoir des vraies relations d'adulte à adulte, je vais me retrouver en face de personnes qui sont prêtes à se repositionner. Si j'ai peur qu'elles le prennent mal ou quoi, elles vont se repositionner parce que moi, ma posture, elle est claire. Ou alors, elles n'ont plus rien à faire dans ma vie et ça, c'est OK aussi, mais c'est un autre sujet. Le quatrième point, c'est les comportements que je croyais normaux mais qui sont toxiques, hein, de croire qu'on doit tout porter. Je faisais le boulot de deux ou trois personnes. J'arrivais à 9 heures, on me demandait un truc à faire, le soir, c'était bouclé. Et je sais que je rencontre des personnes comme moi qui sont, mais fabuleuses, quoi. On a des ressources. Je sais que tu fais preuve de créativité, d'aller chercher des ressources, de résoudre des problèmes, enfin, c'est un truc de fou. Les gens qui sont pas hypersensibles, hyper empathiques, ils vivraient la même journée que nous, à 10 heures du matin, ils seraient recouchés. On fait preuve vraiment d'inventivité. On va toujours chercher le compromis, donc c'est la solution idéale pour tout le monde. Sauf que là où ça nous draine, c'est qu'on s'est complètement oublié dans l'équation. Et donc, si on agit toujours depuis la peur, depuis le besoin de sauver, le besoin d'être utile, en s'oubliant complètement, et quand on a de la colère ou une information, on dit c'est pas si grave, bah, c'est là où ça devient drainant et complètement épuisant. Donc, quand tu fais le boulot de deux ou trois personnes, quand tu es monsieur ou madame compromis et tout, quand ça commence à te drainer, c'est qu'il faut revenir à est-ce que je suis en train de confondre quand je peux et quand je dois? Oui, je peux le faire. Je peux faire le boulot de deux ou trois personnes. Est-ce que je dois?
Non, pas forcément, je ne serais pas payée plus, j'aurais pas plus de reconnaissance. Moi, j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs, j'ai envie de me choisir. En fait, cette année, je voulais prévoir un voyage ou je voulais organiser tel événement et j'ai besoin de ce temps et de cette énergie pour faire ces choses pour moi. Parce que ça va me nourrir. Et donc, je vais revenir au boulot, je vais être rechargée, je vais être meilleure. Si je continue à confondre je peux et je dois dans un domaine de ma vie, par exemple le boulot, ben, je vais me laisser happer par tout ce qu'il y a à faire. Et puis, je deviens la personne ressource pour des gens qui vont profiter de moi finalement parce que non, ils ne verront jamais que tu es épuisé. Non, ils ne verront jamais qu'ils t'en demandent trop. Si toi, tu mets pas des stops, pour eux, c'est ouvert. Donc, c'est là où on doit apprendre, nous, à mettre des limites, à mettre un cadre autour de cette empathie pour la protéger et pour avoir une vie qui ait du sens, retrouver de la joie et de l'énergie. Donc, le recentrage ici, c'est je ne suis pas responsable de tout le monde, du monde entier. J'agis, je choisis de faire ma part et donc je choisis où je mets mon énergie et mon attention. Et le cinquième comportement que je pensais être normal alors que c'était toxique, c'est de finir par être épuisé et par croire, parce que c'est un système qui est en mode survie, on l'a vu au niveau du nerf vague, de la théorie polyvagale de Stéphane Porges, je t'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Ton système, il t'envoie de la peur, ça va pas, donc tu traduis toujours les informations depuis la survie. Et je pensais que c'était ma sensibilité le problème, que j'étais trop gentille. Je me disais trop bon, trop con, et je finissais par souffrir. Mais le véritable problème, tu l'auras compris, c'est le manque de cadre autour de cette empathie. Donc l'ancrage ici, c'est de poser des limites, c'est d'honorer cette empathie et pas de se trahir, de s'effacer et de finir en se disant, c'est pas si grave. Cette phrase, elle est vraiment clé. Si souvent tu t'entends dire, tu te vois dire suite à cette vidéo, reviens me mettre un commentaire ou un pouce pour me dire, ok, je vois. Parce que on n'en a pas conscience en fait. Mais ton c'est pas si grave, si tu l'écoutes à chaque jour, tu vas voir à quel point il est souvent là peut-être et à quel point tu vas pouvoir le transformer maintenant. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces comportements, ce n'est pas que tu es trop sensible, donc c'est juste que ton empathie a besoin d'un nouveau cadre pour respirer, pour rayonner. C'est ce que je vous partage ici, c'est le nom de cette chaîne, c'est apprendre à contribuer sans s'épuiser. Ce que j'ai compris, c'est que l'empathie n'est pas un fardeau, c'est vraiment une boussole. Mais pour qu'elle te guide, il faut d'abord réguler ton système, comprendre tes schémas et remettre ton énergie à sa juste place. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait dans Reset. Reset, c'est pour écraser les anciens fichiers, les anciens mécanismes de sauveur. C'est 2 heures pour cartographier là où tu t'oublies, là où tu t'effaces, là où c'est pas si grave, pour comprendre tes mécanismes et poser tes premières limites qui vont te redonner ton pouvoir, qui vont redonner sa puissance à ton empathie. Et puis, si tu veux aller plus loin, l'accompagnement d'après, c'est Shift. Là, c'est sur un mois, c'est 4 semaines pour ancrer ta nouvelle identité. Celle de la personne qui vit son empathie avec plus de sens et plus jamais comme un poids. C'est qui es-tu quand tu n'as personne à sauver, quand tu n'as rien à faire pour les autres? D'où est-ce que ça va venir, ce débordement? Qu'est-ce qui te nourrit autant que ça va servir les autres? Et donc, je te mets les liens de ces 2 accompagnements dans la description de cette vidéo. Si tu as des questions ou des retours suite à cette vidéo, tu peux m'écrire en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, j'ai envie de te dire que ce monde n'a pas besoin que tu te sacrifies. Il a besoin que tu restes entière, entier, lucide et aligné. Et tout commence le jour où tu décides de te choisir. Prends bien soin de toi.